Bonsoir, bienvenue dans cet entretien du jour qui reçoit aujourd'hui pour vous un expert en stratégie, expert en commerce et relations internationales. Avec lui, nous parlerons d'un ouvrage qui traite d'une question essentielle pour l'Afrique, les stratégies de développement aujourd'hui. Le livre y réfléchit. Et pour en parler, nous recevons l'un des auteurs de ce livre, l'un de ceux qui ont participé à la rédaction de ce livre, Raoni Cabral Silva. Bonjour. Bonjour Émeric. L'ouvrage s'appelle Alternative et il est rédigé par un cercle de réflexion auquel vous appartenez, qui s'appelle Je m'engage pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce livre? Alors, ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est que c'est la continuité de la réflexion que mène Je m'engage pour l'Afrique, qui est effectivement un cercle de réflexion, mais aussi un incubateur de politique publique. Une réflexion qui avait débuté avec un ouvrage précédent qu'on avait appelé Contresens, qui était sur le financement des économies africaines. Et maintenant, on en arrive à se demander quelles sont les stratégies de développement, quels sont les éléments de compétitivité qu'il faut construire sur le continent pour ne plus être dans la résilience simplement, mais pour aller vers des conditions de vie de population qui doivent être améliorées, doivent être plus dignes de notre point de vue. Alors, de manière plus détaillée, vous proposez des stratégies, vous proposez des solutions, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de résilience. Vous invitez les Africains à une réflexion autre que ce qui se mène actuellement. L'Afrique doit se baser sur elle-même pour pouvoir induire son développement. Je dis vrai quand je traduis un tout petit peu votre raisonnement. Oui, c'est tout à fait ça. C'est la question du New Deal avec l'Afrique, parce que nous, on considère que si on est en train de parler de résilience, c'est que c'est déjà trop tard. Et ce qu'on pousse dans cet article, et c'est le cas notamment pour la stratégie de développement d'une industrie agroalimentaire en Afrique de l'Ouest, c'est d'avoir cette réflexion en amont qui permettrait justement de ne pas se retrouver dans cette situation où on a besoin d'être résilient. Et c'est ces thématiques-là qu'on développe dans l'ensemble des articles, que ce soit du point de vue des assurances, du point de vue du développement des fintech, du point de vue de l'agroalimentaire. Notre objectif, il est de se dire, quand on est dans la résilience, on a déjà raté une marche. Alors comment ? Pour les années à venir, et en tant qu'incubateur de politique publique, c'est notre rôle aussi, comment on peut essayer de proposer des idées pour être dans cette planification stratégique qui nous permettrait de faire face à des situations de crise comme celle qu'on vit actuellement. On mène des réflexions, on propose des solutions, mais souvent on a l'impression que personne ne prend ces solutions à son compte pour pouvoir les implémenter. Est-ce que cet ouvrage que vient de publier, Je m'engage pour l'Afrique, ne serait pas juste des idées jetées et que personne ne les prendrait au vol pour pouvoir les implémenter? Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça en réalité. La première est de dire que le rôle d'un cercle de réflexion, d'un incubateur de politique publique, c'est de continuer à produire des idées. Et le but n'est pas que forcément chaque idée soit reprise, mais c'est de donner des intrants, de donner des pistes aux décideurs publics pour aller dans ce sens-là. Le deuxième point, et c'est un point d'ailleurs qui est dans l'article sur l'industrie agroalimentaire en Afrique de l'Ouest, c'est de dire que tout doit partir quand même de la décision politique. Il y a besoin d'un changement de paradigme politique sur le continent africain de manière générale, mais en Afrique de l'Ouest en particulier. Et cette décision politique-là, sans elle, c'est effectivement difficile de prendre des idées qui sont au fond proposées par des jeunes qui n'ont pas forcément d'entrée dans les cercles de décision, mais qui ont une vision pour leur continent et qui ont envie d'aller dans le bon sens. Donc oui, ce sont que des idées à ce stade. Oui, pour qu'elle soit mise en place, il faut cette décision politique, il faut être accompagné par les décideurs. Mais si ce n'est pas sur cet ouvrage-là, et nous, chez Je m'engage pour l'Afrique, on s'inscrit aussi dans le long terme, si ce ne sont pas ces idées-là qui sont reprises, il faut continuer à insister, continuer dans ce combat un peu d'influence pour tenter d'imposer nos idées à long terme. Vous parlez de New Deal, mais également la France, qui est un partenaire privilégié de beaucoup de pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest, parle également de New Deal. Au sein du continent, des jeunes voient une relation France-Afrique déséquilibrée. Est-ce que vous avez également le même sentiment quand vous analysez aujourd'hui les relations France-Afrique? Alors, pour tout vous dire, et je vais répondre à votre question dans un deuxième temps, personnellement, je m'inscris, je pense que c'est le cas aussi chez beaucoup de mes collègues chez Je m'engage sur l'Afrique, dans une position qui est de dire il faut sortir un peu de ce tropisme français permanent. Je pense que la France, effectivement, propose un New Deal pour l'Afrique. Ça fait partie des choix souverains de la France, de la politique qu'ils veulent mener à l'international. Quelque part, ce n'est pas vraiment notre problème.
il y a un peu de ça derrière notre attitude. C'est de dire qu'est-ce que nous, on peut faire du point de vue des Africains, pour le continent africain, en prenant en compte évidemment tous ces partenaires-là, que ce soit la France, que ce soit la Chine et d'autres partenaires qui émergent, mais de ne pas tellement s'occuper de savoir si ce qu'ils nous proposent est dans le bon sens ou pas. La seule chose qui doit compter, c'est quelle est la stratégie que nous, on déploie pour nous-mêmes. Et c'est là, je pense, la différence que nous, on veut apporter. C'est vraiment de se tourner vers un New Deal de l'Afrique avec l'Afrique et un New Deal aussi de la pensée des Africains pour les Africains et plus dans cette relation un peu malsaine parfois à la France qui, à mon sens, pollue un peu le débat. Je pense que ce n'est plus le sujet aujourd'hui. Raoni, vous êtes l'auteur d'un article qui a été publié dans Alternative et vous proposez des solutions pour booster l'industrie agroalimentaire en Afrique. Aujourd'hui, sur ce sujet de l'alimentaire, une question se pose aujourd'hui. Beaucoup ont peur d'une crise alimentaire mondiale, surtout qui va frapper l'Afrique du fait de la crise russo-ukrainienne. Quel est votre raisonnement? Qu'est-ce que vous pensez de cette crise? Est-ce que l'Afrique est exposée de plein fouet? Alors, on est exposé de manière importante. J'entendais encore un cadre du Programme alimentaire mondial qui disait qu'il y a 40 millions d'Africains qui sont en risque élevé de famine dans l'année à venir. Et on est exposé, pas tellement parce que... alors, on a l'impression que c'est parce qu'effectivement, on importe du blé, mais on n'importe pas beaucoup de blé de cette région-là du monde. La réalité, c'est ça, c'est qu'on n'en importe pas beaucoup. Mais par contre, on est tributaire de l'augmentation du prix du blé sur le marché mondial. Et ça, effectivement, ça pèse sur des économies qui avaient déjà été fragilisées par la Covid et qui vont devoir affronter ce deuxième défi-là. Deuxième problème qui, effectivement, nous expose, c'est celui des intrants agricoles. Le problème ne va pas tellement se poser cette année, mais va se poser pour la prochaine récolte. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas les engrais pour faire les récoltes? À ce moment-là, on va vraiment avoir un problème important de famine, à mon avis. Et c'est pour cette raison-là, c'est pour éviter ce genre de situation-là, que nous, on propose de se dire, mais comment on se prépare en amont? Comment, typiquement, parce que je ne pense pas qu'il soit pertinent de se lancer dans la production de blé en Afrique de l'Ouest, on n'en produit quasiment pas, et ce n'est pas une région qui est propice à faire ça. Mais comment on peut-être changer de céréales principales dans l'alimentation, substituer certaines importations par de la production locale parce qu'on a des céréales locales qu'on pourrait utiliser. Et maintenant qu'on est dans cette situation de crise, on voit des gens qui sortent des baguettes de pain au sorgho, au mil. On commence à varier. Et même à la farine de manioc. Même à la farine de manioc. L'Afrique de l'Ouest, c'est le premier producteur mondial de manioc. Donc il y a sûrement quelque chose à faire dans ce sens-là. Malheureusement, on est déjà dans la crise. On va devoir trouver des solutions palliatives qui sont toujours imparfaites parce qu'elles sont pensées dans l'urgence. Mais la Covid et cette crise en Ukraine doivent nous faire penser qu'il faut se préparer pour le prochain coup. Et se préparer pour le prochain coup, ça demande des changements structurels, politiques, mais aussi dans l'organisation de cette filière-là. On pourra rentrer dans le détail peut-être plus tard. Mais il y a des vrais changements avec des choses pratiques que nous, on propose dans ces articles-là pour construire cette industrie-là et aussi d'autres industries. Parce que ce qui est important, notamment dans le conseil en politique publique, on va appeler ça comme ça, c'est que les mesures qu'on donne puissent être réplicables également à d'autres industries et pas qu'à l'industrie agricole. La crise russo-ukrainienne, une fatalité ou une opportunité pour l'Afrique? J'ai pas envie de... Fatalité, non, parce que nous, on est résolument afro-optimistes et donc on est toujours dans l'optimisme et on pense que c'est le chemin dans lequel il faut aller. Opportunité, je ne vais pas dire opportunité parce qu'il y a quand même un malheur derrière tout ça. Je vais rester sur cette position de dire que ça doit être un signal d'alerte important. Un signal d'alerte très important de se dire, c'est la deuxième fois en moins de 2 ans que, parce que le monde s'arrête un tout petit peu, c'est l'Afrique qui prend le plus de conséquences. On l'a vu également pendant la Covid. Au final, quand on fait le bilan, le continent africain n'a quasiment pas été touché par la Covid. J'exagère, je sais qu'il y a eu des morts et que chaque mort compte. Mais au final, c'est le continent le moins touché par la Covid, mais c'est celui qui a le plus de répercussions économiques. Et c'est dans la même logique qu'il faut sortir de cette dépendance-là et être dans une planification. Parfois, ça paraît un gros mot, parce que pendant longtemps, on a associé ça à des régimes un peu socialistes et un peu autoritaires. Mais on voit qu'on y vient de plus en plus. Planification et réflexion de groupe. On entend de plus en plus des réflexions régionales et c'est pour ça que cette industrie agroalimentaire, nous, on l'imagine régionale, des réflexions de grands ensembles parce qu'on voit bien que ce sont les grands ensembles dans le monde qui tirent l'économie mondiale.
Le livre alternatif, l'essai alternatif, je vais l'appeler comme ça, propose 3 piliers pour pouvoir pallier à ce qu'on appelle aujourd'hui résilience et amener l'Afrique à se tourner vers elle-même sans négliger bien sûr ses partenariats avec les autres pays du reste du monde. Vous proposez le palier développement de la compétitivité des États africains, le palier l'innovation qui serait vu comme un levier de croissance économique durable en Afrique, et un troisième pilier plutôt qui propose de s'appuyer sur des sociétés fortes, engagées et solidaires. Un mot sur ces 3 piliers en quelques minutes. Alors, la compétitivité, c'est la capacité à pouvoir faire face au contexte mondial, à pouvoir répondre aussi à la demande, être capable de produire des céréales, être capable de transformer. Ça, c'est le volet, on va dire, strictement économique. Le deuxième pilier, qui est celui de l'innovation, tout à l'heure, je parlais de l'article sur les fintech, il est de dire qu'on a besoin d'imaginer des solutions différentes pour le continent africain parce que c'est un contexte différent. Donc il faut être dans cette dynamique d'innovation pour imaginer nos propres solutions, qu'elles soient techniques, qu'elles soient de procédure, tout type d'innovation, mais qui correspondent vraiment à notre contexte. Sur le troisième point, nous, on croit beaucoup à l'engagement des sociétés civiles. Ça, c'est le premier point. Nous, on est des jeunes de la société civile, on est des jeunes Africains qui souhaitent contribuer. Donc, ça porte cette ambition-là. Et ça porte aussi l'ambition de dire qu'on veut aussi construire une Afrique avec des standards sociaux élevés. Si je prends l'exemple de ma contribution pour l'industrie agroalimentaire, on va dire que la conception traditionnelle est de dire que les standards sociaux doivent arriver une fois qu'on a rentabilisé. Nous, ce qu'on propose, c'est de se dire que les standards sociaux élevés, ça doit être des paramètres de base de toute industrie qu'on développe sur le continent, parce que ça permet aussi de répondre à d'autres défis qu'on a, notamment les défis sécuritaires qui sont dus à la marginalisation de certains territoires. Et dans le cas de l'agroalimentaire, c'est important que les agriculteurs qui fournissent cette industrie-là aient accès à des standards sociaux élevés. Donc ça rentre aussi dans cette optique de ce troisième pilier, qui est de dire une société qui est engagée et une société qui travaille finalement pour la réussite du projet global. Raoni, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Avec vous, je rappelle, nous avons parlé de cet essai publié par l'incubateur de politique publique au service du développement du continent africain qui s'appelle « Je m'engage pour l'Afrique », un très beau nom d'ailleurs. Et encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Télé Sud, vous informant.